Bienvenue dans Richissime, le podcast qui révolutionne la façon dont on parle d'argent, chez vous au bureau, entre amis, sans jargon et surtout sans tabou. Je suis Delphine Pinon, je suis money coach, investisseuse en immobilier et libre financièrement à 35 ans. Depuis plusieurs années déjà, je vous aide à développer votre intelligence financière et votre money mindset dans le but de créer enfin de vrais changements dans votre vie. Chaque semaine, je partage un nouvel épisode avec un invité ou en solo dont l'ambition est de provoquer de vraies prises de conscience à propos de l'argent. Retrouvez-moi sur Instagram, c'est Richissime Podcast, pour les coulisses du podcast, pour des contenus toujours plus inédits à propos de l'argent, des partages personnels et également pour connaître mes offres de formation et d'accompagnement. Cet épisode, on me le demande depuis que j'ai annoncé ma grossesse, mais il me fallait engranger un peu d'expérience avant de vous le partager. L'arrivée d'un enfant, c'est un grand chamboulement à plus d'un titre, mais c'est aussi évidemment un grand chamboulement financier. Entre l'équipement initial, l'aménagement de la chambre, la poussette, le siège auto, puis les dépenses du quotidien, notamment après la naissance, le lait, les couches, les vêtements, la santé et le mode de garde, un enfant coûte quelques centaines d'euros par mois au minimum. En juillet 2022, une étude Ipsos avait conclu à un budget moyen de 490 € par mois pour un enfant de sa naissance à ses 3 ans. Budget qui ne tient pas compte de l'investissement prénatal, ni de l'argent qu'on met de côté pour lui, pour l'enfant, en épargne par exemple tous les mois. Ça ne tient pas non plus compte du fait qu'on ait besoin éventuellement de déménager dans un logement plus grand ou d'acheter une voiture ou de changer de voiture pour un véhicule plus grand. Et je rappelle que ce chiffre, 490 € par mois, est donc une moyenne. Dans le même temps, il n'est pas rare que les revenus baissent du fait de la grossesse, du congé maternité, du congé parental, par exemple de primes ou de commissions qui du coup ne seraient pas touchées pendant la période d'absence du bureau, du travail. Donc mal anticipé, cette situation peut coûter très cher, plusieurs milliers d'euros aux parents. Ceux qui ont de l'épargne piochent dedans, les familles peuvent aussi parfois aider financièrement et surtout, les parents sont souvent forcés de retourner au travail juste après la fin de leur congé pour ne pas avoir de carence de revenus. Les aides de l'État, c'est bien, elles sont utiles, mais elles ne couvrent pas tout, ce qui à mon sens évidemment est parfaitement normal. Et les parents ont parfois du mal à se faire à cette nouvelle réalité, je cite, la baisse du train de vie. Car tout l'argent qui est utilisé pour bébé une fois qu'il est arrivé, c'est autant d'argent qui, en d'autres temps, avant son arrivée, aurait été consommé, épargné ou investi. Pour ma part, je vis une situation que moi je considère comme étant ultra privilégiée, évidemment que je me suis créée et dans laquelle je gagne des revenus passifs tout en étant en congé, sans dépendre des aides de l'État, ni même de l'aide financière du papa. Et cette situation, je vous cache pas qu'elle est quand même assez incroyable à vivre. Dans cette capsule, je voudrais particulièrement m'adresser à tous les futurs parents et les parents, ceux qui sont déjà parents mais qui veulent éventuellement accueillir de nouveaux enfants dans leur foyer et qui souhaitent le vivre dans une plus grande sérénité financière. C'est parti! Le maître mot de la préparation de l'arrivée d'un enfant, c'est l'anticipation. Évidemment, sans anticipation, je ne vais pas pouvoir faire de miracle, vous n'allez pas pouvoir faire de miracle pour pouvoir préparer et accueillir, découvrir ou créer un climat de sécurité ou de sérénité financière auquel vous aspirez. Donc on va partir du principe qu'on est dans une situation où on peut encore anticiper et il n'est pas trop tard. Et pour anticiper, il faut évidemment ne pas s'y prendre à la dernière minute, comme je disais, ça va de soi. J'en profite pour préciser un point. Nous vivons dans un pays, la France, où nous bénéficions de nombreuses aides, le congé maladie, les congés pathologie, les congés maternité, le congé adoption, le congé paternité, la prime à la naissance, l'aide pour la garde d'enfants, les allocations familiales, etc., etc., etc. J'en ai découvert au passage pas mal que je ne connaissais pas. Avoir un enfant contribue même à faire baisser nos impôts. Mais mon but dans cet épisode n'est pas de vous préparer à être des champions du monde des aides, mais plutôt de vous aider à en dépendre le moins possible, pour une plus grande liberté de choix, tout simplement, dans tout ce que vous allez faire. Donc je ne critique pas les aides,
je vais en bénéficier aussi de certaines, de pas toutes, en tout cas au moins le congé maternité. Et je suis favorable, et évidemment c'est une très bonne chose que nous ayons des aides dans notre pays, mais ça n'est pas l'objet de ce podcast, de cet épisode, évidemment, de vous apprendre à aller décrocher toutes les aides possibles et imaginables qui pourraient éventuellement vous aider. Donc j'ai cru bon quand même d'apporter cette clarification avant de continuer. Pour moi, la première étape de préparation de l'arrivée d'un enfant, c'est de clarifier vos besoins relatifs justement à l'arrivée d'un enfant et le plus en amont possible, évidemment. Voici par exemple quelques questions auxquelles les deux futurs parents peuvent répondre. Combien de temps est-ce que vous aimeriez passer avec votre bébé, idéalement, sous-entendu, si vous n'aviez pas de baisse de revenus, si les revenus n'étaient pas un critère déterminant dans votre choix, est-ce que vous aimeriez passer 6 mois, 1 an, 2 ans éventuellement avec votre enfant ou pas ? Est-ce que vous devrez déménager pour accueillir l'enfant ? Est-ce que vous devrez acheter une voiture ? Quel type d'accompagnement prénatal et postnatal souhaitez-vous avoir ? Avez-vous envie de déléguer tout ou partie des tâches domestiques après la naissance, comme le ménage, les courses, la cuisine, pour pouvoir vous consacrer un petit peu plus à l'enfant ? De quel type de soins ou de soutien aimeriez-vous bénéficier avant et après l'accouchement ? Des massages, l'accompagnement d'une doula, un ostéopathe, un éthiopathe, un psychothérapeute, un hypnothérapeute, un sexologue, pourquoi pas, un coach sportif aussi pour la perte du poids. Quel serait l'idéal pour vous ? Et quel partage des dépenses souhaitez-vous avoir avec l'autre parent, notamment sur les dépenses liées à la grossesse, les dépenses de santé, les dépenses de bien-être, les dépenses pourquoi pas de vêtements aussi pendant la grossesse. Donc toutes ces questions, vous pouvez vous les poser en tant que futur parent et en répondant à ces questions, vous élaborez ce que moi je vais appeler le projet bébé. En fonction évidemment des réponses à ces questions, vous pourrez estimer à peu près de quel type de réserve vous avez besoin. Plus votre projet nécessite d'avoir de l'argent, plus vous aurez besoin de vous y prendre tôt évidemment. Et quand je dis tôt, je veux dire bien avant le début de la grossesse et même éventuellement bien avant l'arrêt de la contraception. C'est évidemment ce qui est un petit peu délicat, ça peut paraître un peu extrême, mais c'est simplement le secret d'une bonne préparation. C'est d'autant plus important si vous savez déjà que votre accès aux aides de l'État sera réduit du fait par exemple de votre statut professionnel, de votre niveau de revenu, comme par exemple c'était mon cas. Donc n'hésitez pas à avoir ces conversations le plus tôt possible. Je sais que vous allez me dire, c'est déjà suffisamment délicat de parler de désir d'enfant quand on n'est pas encore totalement en phase sur le sujet. Peut-être que vous pouvez prendre les devants et déjà vous poser ces questions à vous-même et commencer à anticiper l'épargne que vous pouvez consacrer à ce projet. Je sais déjà que certains d'entre vous vont se dire, oui, on peut passer vite éventuellement sur cette étape, c'est pas si important que ça. Et bien vous auriez tort parce que si vous foirez cette étape, vous foirez tout ce qui vient après. Et une fois que c'est fait, et pour aller un peu plus concrètement dans le détail, je vous conseille de chiffrer les différents besoins que vous avez mis en face, que vous avez mis en réponse aux questions que je vous ai soumises à l'instant. Pour ce faire, je vais vous proposer de classer vos besoins financiers selon ces 3 catégories. Les besoins ponctuels, les besoins réguliers et enfin les besoins de compensation de perte de revenus. Je m'explique. Les besoins ponctuels, ce sont la plupart des dépenses de grossesse, comme les achats de vêtements de grossesse, l'aménagement de la chambre de bébé, les achats de matériel comme la poussette, le siège auto, les biberons, etc., mais aussi les besoins ponctuels qui surviennent après l'arrivée du bébé, notamment en matière d'équipement. Comme son nom l'indique, ce sont des besoins ponctuels qui ne sont pas récurrents. On va dire que ce sont des one-shot. Ensuite, vous avez les besoins réguliers. Ce sont les couches, le lait, les vêtements, les rendez-vous médicaux, la garde d'enfants, des besoins que vous aurez à financer souvent une fois que bébé sera arrivé et chaque mois pendant plusieurs années et qui évolueront évidemment avec l'âge de votre enfant. Et enfin, la dernière catégorie de besoins financiers, ce sont les besoins de compensation de perte de baisse ou de perte de revenus temporaires. Comme je l'expliquais tout à l'heure, par exemple, si
vous êtes susceptible de ne pas toucher vos commissions pendant la période d'interruption de travail, et bien ça représente une perte de revenus que vous aurez peut-être envie d'anticiper pour la compenser. Pour aller encore un peu plus dans le détail, concernant les dépenses ponctuelles, c'est pas évident de les estimer. Surtout quand on n'est pas encore parent, qu'on n'a aucune idée du coût des choses, de ce qu'il faut acheter, etc. etc. comme c'était honnêtement mon cas. Je suis un peu tombée des nues quand j'ai vu le prix, le coût des choses et le nombre de choses qu'il fallait avoir. Et pourtant, je vous assure que je suis plutôt minimaliste sur ce sujet. Donc deux options dans ces cas-là. Soit vous étudiez la question de fond en comble, de façon hyper pointilleuse, bien en amont, et donc vous fixez un budget précis de ce que seront vos besoins ponctuels. Soit vous prenez une enveloppe approximative. Dans ce cas, je suggère de ne pas partir sur moins de 2500 €. Évidemment, c'est une préconisation. Évidemment, ça dépend de votre train de vie, ça dépend de vos revenus, ça dépend de choix que vous allez faire. Moi, c'est ma préconisation. Pour nous, le budget de dépenses ponctuelles, il s'est élevé à peu près à 3000 €. 400, je vais vous le décomposer, 460 € pour le mobilier pour la chambre, 400 € à peu près de vêtements neufs que j'ai achetés en solde jusqu'au 3e ou 6e, je sais plus, 3e ou 6e mois, je sais plus. La poussiette, le siège auto qu'on a aussi acheté neuf, 850 €. Les frais de santé et d'accompagnement, donc les médicaments non remboursés, j'en ai eu un certain nombre, les séances d'ostéo, les séances d'aptonomie, donc c'est un type de préparation spécifique à la naissance, et mon choix, ou notre choix de se faire accompagner par une doula, on va dire c'est une coach prénatale, et on va dire ce package-là représentait à peu près 1000 €. Et ensuite, on va mettre ensemble les achats divers, les biberons, la déco de la chambre, et puis voilà, tout plein de petits trucs qu'on va mettre dans un pot pourri et qui représentaient à peu près 350 €. Je précise que beaucoup de choses nous ont aussi été offertes à Noël, notamment, et ou données, notamment des vêtements et certains équipements. Pour ce qui est des besoins réguliers, ceux que vous allez payer chaque mois après la naissance, vous savez maintenant qu'ils sont de 490 € par mois en moyenne. Budget évidemment que vous devez adapter à la hausse ou à la baisse en fonction de votre situation. Si vous pensez ne pas pouvoir disposer de beaucoup d'aide, que vous avez l'habitude de consommer des produits plutôt haut de gamme, que ce soit pour l'alimentaire ou l'hygiène, que vous voulez épargner pour votre enfant dès sa naissance et que vous pensez l'habiller avec des vêtements neufs, plutôt fabriqués avec du coton bio, alors mieux vaut multiplier cette moyenne au moins par 2. Pour ma part, je l'ai multiplié par 1,6 pour m'approcher d'un chiffre qui semble plus réaliste par rapport à ma situation, par rapport à nos envies. Et selon mes simulations, donc, les frais de garde représenteraient à peu près à eux seuls 50% de mon futur budget mensuel, mon budget régulier, les fameuses dépenses régulières. Et enfin, vos derniers besoins financiers pour préparer l'arrivée d'un enfant sont ceux qui vont servir à compenser les potentielles pertes ou baisses de revenus liées donc à l'arrivée du bébé. C'est mon cas par exemple parce que je suis chef d'entreprise sous le statut de gérante non salariée pour être plus précise, avec aucun espoir que mon congé maternité soit à la hauteur de la rémunération que je me verse. C'est-à-dire que je savais que j'allais toucher un congé maternité, j'étais aussi persuadée, je le savais, que ça allait nécessairement être inférieur à ce que je me verse moi en tant qu'indépendante, notamment parce que le calcul du congé maternité est basé sur les rémunérations des années précédentes qui étaient bien plus faibles me concernant, et donc j'étais quasiment sûre que ça n'allait pas exactement compenser ma rémunération. Donc si je veux à la fois maintenir mon niveau de vie et être flexible aussi sur mon congé, c'est-à-dire pourquoi pas avoir un congé plus étendu que le congé de base, qui est je crois pour les indépendantes de 16 semaines maximum, je crois que c'est 8 au minimum ou 10 au minimum,
J'ai un doute. Et 16 au maximum, mais c'est pas très important. Donc si je veux prolonger mon congé au-delà des durées légales, j'aurai aussi une perte, en tout cas, qui ne sera pas compensée par l'État. Si je dois m'arrêter de travailler très tôt dans ma grossesse, comme c'est le cas pour certaines femmes, et ça n'a pas été le cas pour moi, mais ça peut être le cas pour vous, j'aurai aussi évidemment une perte de revenus. Il y a des femmes qui malheureusement doivent être arrêtées au 3e, au 4e mois de grossesse, c'est-à-dire bien avant les 6 semaines prévues par la loi, 6 semaines qui peuvent être étendues avec ce qu'on appelle un congé pathologique pour les femmes qui sont salariées. Ça a à peu près le même nom pour les femmes qui sont indépendantes, mais on a cette problématique pour les femmes qui sont indépendantes, évidemment, de ne pas avoir un maintien de salaire à taux plein, si on peut considérer ça ainsi. Par exemple aussi, si monsieur décide de prendre des congés sans solde pour rester à mes côtés plus longtemps, il aura aussi une baisse de revenus, et ça aussi ça s'anticipe au niveau du foyer. Pour un salarié, il y aura peut-être une baisse de revenus parce que vous ne toucherez pas de primes ou de commissions en votre absence. Donc ça peut concerner la maman ou le père ou le second parent. Vous pourrez aussi éventuellement louper la phase de négociation annuelle et du coup ça peut peut-être arranger l'entreprise de ne pas vous faire d'augmentation cette année-là. Si vous avez un job à forte commission, vous risquez de perdre une partie substantielle de vos revenus pendant toute la durée du congé, qui peut du coup représenter une demi-année éventuellement, surtout si par exemple c'est votre 3e enfant, le congé après naissance dure 6 mois. Donc si on ajoute le congé avant naissance, ça peut quasiment, en général, on rajoute quelques semaines ou plusieurs mois de plus. Et bien tout ça n'est pas négligeable. Et doit aussi, évidemment, faire l'objet d'une anticipation. Dans mon cas, j'avais prévu à minima de devoir financer 6 mois de charges, y compris ma rémunération, sans aucune rentrée d'argent. C'était ça l'objectif, certes un petit peu ambitieux, mais c'était si je dois m'arrêter totalement et que j'ai aucun revenu, je veux que ça puisse couvrir 6 mois. Dans mon cas, ne prenez pas peur, cela représente un peu plus de 50 000 € sur ma trésorerie d'entreprise. Et oui, encore une fois, n'ayez pas peur, 50 000 €, en tout cas, c'était l'objectif. Parce qu'à un moment donné, je ne peux pas arrêter de payer mon salaire, je ne peux pas arrêter de payer l'URSSAF, je ne peux pas arrêter de payer les gens avec qui je travaille, et notamment Luc et Léa, mes podcast managers, je ne peux pas arrêter de payer mon comptable et mon assistante comptable, et je ne peux pas arrêter de payer les quelques logiciels que je paye qui me servent à faire fonctionner mon business pendant mon congé maternité ou tout simplement pendant les périodes où je dois un peu lever le pied et me reposer. Ça n'est pas vraiment possible, donc c'était pour ça, à un moment donné, c'est le quotidien d'un entrepreneur, on a des charges à couvrir et donc il fallait que je puisse couvrir, me concernant, 6 mois de charges. C'était l'objectif, ambitieux certes, 6 mois de charges sans aucune rentrée d'argent. Donc une fois que vous avez chiffré vos besoins ponctuels, besoins réguliers et on va les appeler les besoins de compensation, comment est-ce que vous faites pour préparer l'arrivée de bébé? D'abord, le réflexe numéro 1, c'est de vous tourner vers l'épargne, de vous constituer une réserve, une poche, de l'argent de côté pour faire face à ces situations-là. Comment épargner et comment vous pouvez commencer à épargner? Alors, combien avez-vous d'épargne sur vos comptes personnels et pour les entrepreneurs sur vos comptes professionnels là à l'heure actuelle? Quand je dis combien vous avez, je veux dire combien vous avez d'épargne disponible, non affectée à quelque chose d'autre, ou alors qui peut être réaffectée à la nouvelle priorité qui est bébé. Je vous donne un exemple. Si vous avez 15 000 € sur vos comptes, mais que vous avez déjà une partie qui est prévue pour les prochaines vacances, que vous avez déjà une petite provision pour des travaux dans la maison, que vous avez constitué une enveloppe pour changer de voiture par exemple, peut-être qu'il ne vous reste plus que 7 000 € de disponibles sur les 15 que vous avez. Donc c'est pour ça qu'on parle bien d'épargne disponible, non affectée à quelque chose d'autre. Une fois que vous savez donc combien vous
devez épargner, ça c'est le chiffrage que vous venez de faire, et combien vous avez déjà dans vos caisses de disponibles, que ce soit vos caisses perso ou vos caisses pro, vous savez combien il vous reste à épargner à titre perso et professionnel pour les entrepreneurs. Donc vous divisez ce nombre par le nombre de mois entre aujourd'hui et l'hypothétique arrivée d'un bébé, surtout s'il n'y a pas encore de grossesse entamée. Et voilà, vous savez combien vous devez mettre de côté chaque mois, donc pour vous constituer cette épargne qui correspond exactement à votre projet de rêve. Par exemple, s'il vous faut 3 000 € de côté pour vos besoins ponctuels et que vous avez déjà 1 200 € en réserve, besoins ponctuels ou tous les besoins, mettons qu'il vous faut 3 000 € pour tous vos besoins financiers et que vous avez déjà 1 200, eh bien il vous faudra continuer d'épargner 1 800 € par exemple dans les 12 prochains mois, soit 150 € par mois. Et là, vous êtes au niveau qui vous convient pour pouvoir vivre l'expérience de grossesse et de parentalité à laquelle vous aspirez. Évidemment, plus vous épargnez tôt et plus ce sera facile parce que le montant que vous aurez à mettre de côté tous les mois sera plus faible. Mon but ici n'est pas de vous dire que vous aurez besoin de beaucoup d'argent pour accueillir un enfant. Absolument pas. Mon but, c'est de vous dire que si vous voulez avoir le maximum de choix possible dans la façon dont vous voulez vivre la grossesse et les premières années de votre enfant, là, vous aurez besoin de ressources financières. C'est comme ça, je n'invente pas le monde dans lequel on vit. Et se constituer une épargne solide avant l'arrivée de bébé, c'est la garantie de choisir plutôt que de subir. Donc effectivement, si vous êtes un peu ric-rac, peut-être qu'il y a certains soins dont vous aurez aimé bénéficier avant ou après l'arrivée de l'enfant, dont malheureusement vous ne pourrez pas bénéficier. Vous ne pourrez peut-être pas vous arrêter autant de temps que vous auriez aimé avoir, ou peut-être que le papa ne pourra pas s'arrêter parce que vous n'avez pas les réserves. Pas besoin de se culpabiliser par rapport à ça, mais encore une fois, plus vous avez de ressources de côté et plus vous avez la liberté de choisir plutôt que de subir. Avoir de l'épargne, c'est parfait pour financer 2 des 3 types de besoins dont on a parlé précédemment. D'abord les besoins ponctuels, notamment ceux d'avant naissance, mais aussi pour préparer les éventuelles baisses, pour compenser les éventuelles baisses ou pertes de revenus. Dans un cas comme dans l'autre, quand vous allez devoir disposer de votre épargne à court terme, donc parce que on imagine que vous n'allez peut-être pas préparer cette épargne 10 ans avant, donc probablement que vous allez commencer à épargner peut-être 1 an, 2 ans maximum, 3 ans avant l'arrivée du bébé. Du coup, on est dans un horizon de placement financier court terme. Je vous conseille d'opter pour un placement avec un profil de risque faible. Ça, c'est important de le préciser. Toute l'épargne que vous allez mettre de côté, attention à ne pas le mettre sur le même support ou à la même exposition que d'autres poches d'épargne qui, elles, sont plus long terme et donc peuvent effectivement se permettre d'être arbitrées, voire placées de manière plus dynamique. Vous pouvez aussi évidemment envisager de mettre cet argent sur des livrets garantis comme le livret A. Si vous constatez que vous n'aurez pas la possibilité d'épargner autant que souhaité, parce que notamment vous disposez d'un laps de temps trop court ou que vos ressources sont insuffisantes, alors, évidemment, comme je l'ai dit en introduction, ni vous ni moi ne pouvez faire de miracle, pas la peine non plus de se flageller ou de se culpabiliser. C'est ok, ça arrive à tellement de gens, c'est juste le moment de faire des arbitrages dans vos différentes priorités. Peut-être qu'il y a des choses sur votre budget, peut-être, je dis bien peut-être, qu'il y a des choses sur votre budget que vous pouvez revoir et qui vous permettraient d'avoir un peu plus de mou. Et rappelez-vous, c'est normal d'avoir plus de souhaits que de sous pour les réaliser. Maintenant, l'épargne n'est pas la solution à tous vos besoins et vous ne pouvez pas financer l'intégralité des besoins financiers liés à l'arrivée d'un bébé avec de l'épargne. C'est par exemple pas votre épargne qui va financer vos besoins réguliers. Une fois que le bébé sera né, ce sont vos revenus courants qui vont financer les besoins réguliers, les couches, la garde d'enfants, etc. Donc la 4e étape de préparation de l'arrivée d'un enfant, c'est d'augmenter vos revenus. Ici, l'équation est simple, vous l'avez déjà calculé, vous avez besoin de X € par mois pour les besoins réguliers de bébé.
y compris la garde d'enfants. Donc on a dit 490 €, c'est la moyenne. Moi, j'ai fixé à peu près mes besoins personnels à 800 € par mois. On parle d'augmenter ses revenus de 800 € par mois. Pour trouver cette somme, deux options. Soit vous baissez votre train de vie, c'est-à-dire que vous trouvez cet argent en faisant des économies sur d'autres postes de dépenses et en maintenant vos revenus en l'état, soit vous augmentez vos revenus d'autant. Soit vous faites les deux. Donc la première option est la plus rapide à mettre en œuvre, mais c'est pas toujours la plus simple. Parce que faire 800 € d'économie par mois, pour certains foyers, ça va être possible, voire facile. Pour d'autres, ça va être inenvisageable. Quant à l'option d'augmenter ses revenus, attention parce que c'est pas quelque chose qui se décide du jour au lendemain. Du moins, pour la plupart des gens, on n'a pas nécessairement la possibilité en 2 ou 3 mois d'augmenter ses revenus de plusieurs centaines d'euros nets dans sa poche. Si vous changez d'employeur par exemple, ça peut vous prendre entre 3 et 6 mois de changer d'employeur pour essayer d'aller chercher une meilleure rémunération. Si vous décidez de rester chez le même employeur mais d'aller chercher une augmentation, et bien déjà il va probablement falloir attendre les cycles de négociation de votre entreprise pour faire une demande. Et puis ensuite, sera-t-elle acceptée ou pas? Sera-t-elle du montant qui correspond à vos besoins? Point d'interrogation. Si vous voulez vous reconvertir maintenant pour aller dans un domaine qui est un petit peu plus porteur, là aussi, faire une reconversion professionnelle, ça peut prendre plus de temps, ça peut prendre plusieurs mois, voire plusieurs années. Vous pouvez aussi, pour les entrepreneurs par exemple, augmenter vos tarifs ou votre nombre de clients, mais si vous ne l'avez pas déjà fait, c'est probablement que ce n'est pas si simple que ça à mettre en place. Donc là aussi, ça va probablement prendre plusieurs mois avant d'arriver au résultat que vous souhaitez avoir en tant qu'entrepreneur. Encore une fois, le maître mot de tout ça, c'est l'anticipation. Et l'idéal étant peut-être de jouer sur les deux tableaux, c'est-à-dire à la fois de diminuer son train de vie, donc de faire des économies, et d'aller chercher par différents moyens une augmentation de ses revenus. En augmentant vos revenus, vous aurez aussi plus de possibilités d'augmenter votre épargne. Donc là, vous jouez sur les deux tableaux de préparation. Sauf évidemment si vous augmentez vos revenus et que vous ne consacrez pas plus d'argent qu'avant à l'arrivée de bébé. Et si vous voulez encore aller plus loin dans l'anticipation, vous pouvez aller à l'étape numéro 5, celle qui consiste à générer des revenus passifs. L'ultime stade de préparation de l'arrivée d'un enfant, c'est d'avoir la possibilité de générer des revenus passifs ou on va dire semi-passifs, c'est-à-dire de gagner de l'argent même si vous ne travaillez pas ou très peu, et ce totalement indépendamment des aides de l'État. Et évidemment, vous l'aurez compris, c'est ma situation. Si je reprends mon exemple, je vous ai dit que je voulais réunir au moins 50 000 € de trésorerie pour tenir 6 mois à peu près de janvier à juin sans rentrée d'argent. Oui, mais voilà, quand janvier 2023 est arrivé, en réalité, je n'avais pas accumulé, je n'avais pas de quoi financer ces 50 000 € de trésorerie. En fait, j'avais que de quoi financer l'équivalent de 4 mois sur 6 sur ma trésorerie d'entreprise. J'aurais pu donc revoir mes ambitions à la baisse, ça aurait été une option, mais c'est pas l'option que j'ai choisie. C'est mal me connaître. Parce que j'ai en parallèle de mes revenus du travail, enfin de mes revenus qui ne sont pas passifs, j'ai des revenus passifs. Donc, quand j'ai commencé à mettre en place ces revenus passifs en 2020, j'avais pas particulièrement dans l'idée que ça allait me servir. En tout cas, j'avais pas conscientisé le fait que ça allait me servir aussi pour éventuellement une future maternité, ou en tout cas, je n'avais pas connecté ça dans ma tête et je ne le faisais pas expressément dans ce but-là. Je l'ai fait d'abord pour pouvoir avoir la liberté de mes choix, de vie, de manière générale, et avoir des revenus, ou avoir la possibilité d'avoir des revenus sans avoir à travailler, ou en ayant la possibilité de travailler beaucoup moins. Pour clarifier les choses, j'ai deux sources de revenus passifs. J'ai l'immobilier, donc ça c'est via les biens dont je suis propriétaire, mais aussi via la sous-location professionnelle. Ce sont des revenus quasi passifs qui pourraient représenter à peu près 2 000 € par mois. Notre stratégie depuis qu'on a ces revenus passifs avec monsieur,
ça a toujours été de ne pas se verser de rémunération, de ne pas gagner notre vie avec ses revenus, mais de les réinjecter dans de nouveaux projets immobiliers ou dans d'autres projets. Donc jusqu'à présent, on génère des revenus passifs, mais dont on ne tire pas de rémunération. Et dans l'idéal, j'aurais aimé, vous allez voir, si suspense, vous allez voir si c'est le cas, mais j'aurais aimé que ça ne change pas. L'autre source de revenus semi-passifs que j'ai, c'est le podcast. Donc là, on est vraiment plus dans le revenu semi-passif, je vais vous dire pourquoi, parce que le ratio temps passé à le faire et revenu est excellent. Mais ça n'est pas totalement passif évidemment parce que j'y consacre du temps. Je vous ai déjà dit à peu près, non j'ai une équipe, mais à moi toute seule, on va dire que ça me prend une demi-journée encore par épisode à produire. Donc si par exemple je consacre une demi-journée par semaine pour pour produire un épisode, donc 2 jours, on peut peut-être dire un peu plus, même si c'est 3 jours, c'est pareil. 3 jours dans le mois pour produire tous mes épisodes du mois. Et ça me rapporte entre 8 et 10 000 euros de revenus, de chiffre d'affaires liés au sponsoring. Donc vous voyez, c'est quand même un ratio temps passé revenu qui est quand même assez excellent. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de maintenir le podcast pendant toute la durée de mon congé maternité. Donc vous continuerez à m'écouter, même si je ne serai pas en train de travailler. D'abord, parce que j'avais la possibilité, c'était mon ambition, de produire tous mes épisodes à l'avance. Et ensuite, je peux donc continuer à en tirer des revenus réguliers qui vont servir à couvrir les 2 mois restants que je n'avais pas réussi à couvrir avec la trésorerie que j'avais déjà constituée quand on est arrivé au mois de janvier. Donc, en définitive, je vais continuer à garder ma stratégie avec mes revenus passifs de l'immobilier, c'est-à-dire de ne pas me verser de rémunération avec ces revenus. Donc ils existent, ils sont là en cas de coup dur. J'ai même le luxe de ne pas me les verser. Je continue à toucher des revenus semi-passifs du podcast pendant les 6 mois, même quand je serai vraiment officiellement en congé. Et la trésorerie, en dernier lieu, viendra compenser mes pertes de revenus d'activité et les choses que peut-être je n'aurais pas réussi à financer dans ce laps de temps, en ayant interrompu ou arrêté certaines de mes activités qui me généraient des revenus, comme la formation et le coaching, que j'ai décidé d'arrêter parce que je n'avais plus le temps de m'y consacrer, enfin je savais que je n'aurais pas le temps de m'y consacrer, donc j'ai mis en stand-by, en arrêt ces activités-là, et je ne génère plus de revenus de ces activités-là pendant la période de mon congé. Au moment où j'enregistre cet épisode, je ne suis pas tout à fait en congé, le bébé n'est pas arrivé. Au moment où je le diffuserai, je ne sais pas, Inch'Allah. Voilà en tout cas à quoi servent les revenus passifs. Donc ce n'est pas juste une lubie vous voyez, on parle d'être rentier partout sur internet, on parle de liberté financière, de générer des revenus passifs. Mais écoutez, concrètement, voilà ce que ça m'apporte aujourd'hui. Le luxe de pouvoir lever le pied ou m'arrêter 6 mois et de ne subir aucune baisse de revenus, voire même de pouvoir maintenir ma trésorerie d'entreprise avec le flux de revenus entrant, sans trop perturber, sans trop rien changer à mon système actuel. Donc c'est pas une lubie, et ce n'est pas juste un truc de formateur qui veut vendre des belles formations, c'est une réalité, c'est qu'il y a vraiment des conséquences sur notre vie. Ça apporte vraiment quelque chose de construire tout ce qu'on a construit, et ça fait vraiment une différence dans son quotidien de pouvoir avoir toutes ces différentes sources de revenus, de la plus passive à la moins passive, et de pouvoir, on va dire, les organiser d'une manière à être libre de lever le pied ou de se reposer. On peut générer des revenus passifs et semi-passifs, donc je le disais, via l'immobilier et aussi via l'entrepreneuriat. Dans un cas comme dans l'autre, c'est une stratégie qui s'anticipe plusieurs années à l'avance. 12 mois avant l'arrivée d'un enfant, c'est déjà trop tard. Donc, si vous êtes jeune,
que vous n'avez pas d'enfant, on va dire dans la vingtaine, que vous prévoyez d'en avoir, même si aujourd'hui vous n'êtes peut-être pas en couple, eh bien ça servira aussi à ça. C'est-à-dire que c'est pas au moment où vous serez déjà confronté à la problématique que vous direz ah bah maintenant comment je peux générer des revenus passifs. Peu importe que vous choisissiez l'immobilier ou l'entrepreneuriat, ça s'anticipe, et là ça s'anticipe plusieurs années à l'avance, donc commencez le plus tôt possible. Si vous avez déjà des enfants et que vous prévoyez d'en avoir, commencez dès maintenant. Si vous avez déjà des enfants et que vous ne prévoyez plus d'en avoir, il y a plein d'autres choses qui peuvent être intéressantes de faire avec des revenus passifs. Ne vous inquiétez pas pour ça, je ne manque pas d'imagination et je suis sûre que vous ne manquez pas d'imagination non plus. Le but de cet épisode n'est pas de vous dire comment générer des revenus passifs, parce que là, il faudrait encore 2 heures. Bon, qu'est-ce que je dis 2 heures? Il faudrait 2 semaines, il faudrait 2 mois entiers pour vous expliquer comment utiliser ces 2 leviers de l'immobilier et l'entrepreneuriat pour générer des revenus passifs. J'ai fait beaucoup d'épisodes là-dessus, notamment mes épisodes sur l'immobilier, mais aussi ceux avec de nombreux entrepreneurs du web. C'est quand même une thématique qui revient très souvent dans les épisodes. J'ai pas d'épisode en particulier à vous conseiller. Honnêtement, il y en a, à mon avis, une bonne vingtaine. Vous cherchez les épisodes sur l'immobilier et avec des invités entrepreneurs du web et vous allez voir qu'on parle quasiment tout le temps de ce sujet-là. Et sinon, Internet est votre meilleur ami pour trouver des informations. Et enfin, la dernière étape de préparation de l'arrivée d'un enfant, et pas des moindres, puisqu'elle concerne tout le monde, que vous ayez réussi à l'étape d'avant ou pas, c'est de discuter de la nouvelle organisation financière au sein de votre couple. Le couple ne peut pas vivre un tel bouleversement structurel et éluder totalement les questions financières qui s'y rattachent. Là, je vais être très claire dans mon propos. C'est pas « je vous conseille de le faire, ce serait mieux si ». Non, vous ne pouvez pas vivre un changement aussi majeur, même si c'est votre 2e ou votre 3e, et ne jamais avoir ces discussions sérieuses à propos de l'argent. D'autant que statistiquement, la maternité est un handicap financier pour les mères, principalement à plusieurs titres. Non seulement les grossesses ralentissent l'avancement professionnel, mais aussi les femmes étant à 75% le revenu le plus faible du couple, c'est souvent elles qui vont davantage sacrifier leur carrière et leur conjoint qui va au contraire assumer pleinement son statut de locomotive financière du foyer, non peut-être sans une certaine pression, hein, je veux bien le reconnaître. Donc monsieur va voir sa carrière évoluer, tandis que celle de madame va stagner. Dans ce contexte, voici quelques questions à vous poser en couple pour préparer l'arrivée d'un enfant. Comment voyez-vous l'un et l'autre l'évolution de vos carrières respectives? Comment envisagez-vous la répartition des tâches domestiques et celles liées à l'arrivée du futur enfant? Quels revenus mettons en commun? Est-ce qu'on a déjà des revenus en commun? Est-ce qu'on change? Est-ce qu'on en met plus ou pas? Quels revenus garde-t-on? Comment faire évoluer la répartition des dépenses pour qu'elle soit toujours juste pour tout le monde? Chacun a-t-il toujours la possibilité d'épargner une fois qu'on a géré les dépenses courantes? L'enfant sera-t-il rattaché à un parent plutôt qu'à un autre en termes de santé ou en termes de dépenses? Et plus généralement, quelle est la conception sur ce qui est à toi, ce qui est à moi et ce qui est à nous, sous-entendu ce qui est à la famille? C'est l'occasion de passer ou aussi de repasser éventuellement chez le notaire pour clarifier les droits et devoirs de chacun au vu de votre situation matrimoniale et de se renseigner sur les différents mécanismes de protection financiers au sein du couple, pour soi, pour l'autre, et plus généralement de réouvrir un dialogue sur les finances si ce n'est pas déjà quelque chose de régulier chez vous, mais peut-être, comme c'est le cas dans mon couple par exemple, on parle évidemment quasiment tous les jours d'argent, mais c'est pas pour autant qu'on parle de tous les sujets d'argent, et il y a des questions qu'on va pas se poser tous les jours, et donc qui sont intéressantes de se poser, des questions plus profondes qui sont intéressantes de se poser, donc à l'approche de l'arrivée d'un enfant. Pas inutile non plus pendant la grossesse de prévoir plusieurs créneaux pour non seulement faire des projections financières, mais aussi discuter et prendre certaines décisions. Sur ce, je reste là pour aujourd'hui. L'épisode est, j'espère, aussi complet que vous l'espériez. N'hésitez pas à prendre quelques minutes pour noter les points essentiels que vous voulez retenir de cet épisode. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et de vos finances. Ciao, bye bye!